Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine Éco-Débat consacré à l'actualité économique et financière sur le continent. Comment cette actualité est-elle couverte par les médias africains? Quels sont les enjeux de l'information économique et financière pour les autorités et les populations africaines, mais aussi pour les investisseurs? Quels en sont les acteurs? L'information économique et financière est donc au cœur de nos échanges avec nos invités aujourd'hui. Arsène Yapi, journaliste économique, financier et communicateur, prix Super Ebony 2017 du meilleur journaliste économique de Côte d'Ivoire. Merci d'être avec nous. Merci. Avec nous ici en studio, Dr Eric Soubeiga. Vous êtes conseiller Bloomberg Media Initiative Africa. Merci d'être avec nous. Merci. Alors, messieurs, on parle d'information économique et financière. Comment est-ce qu'on pourrait définir, catégoriser l'information économique et financière? Oui, il faut savoir que dans la panoplie d'informations, les journalistes traitent de plusieurs types d'informations. Donc, il y a le journalisme politique de façon générale, le journaliste de société, le journaliste de sport, le journaliste de culture, et il y a les journalistes spécialisés sur les questions économiques et financières. Et ces journalistes-là permettent de disséquer l'information économique et financière qui reste à la base très technique et que tout le monde ne peut pas cerner, comprendre à la base, de sorte à ce que cette information soit plus digeste pour les populations. Ça, c'est d'abord un premier pan de la chose. Un deuxième aspect, c'est pour les entreprises et les investisseurs, parce que les bilans des entreprises, les journalistes les analysent, les traitent, de sorte à ce que les entreprises puissent non seulement avoir de la visibilité et attirer de nouveaux investisseurs. Les États, les gouvernants également passent des messages, éduquent sur ce qu'on appelle l'information financière, de sorte à ce que toute l'économie soit faite de l'actualité économique et financière et qu'on sache un peu comment le pays évolue, comment les entreprises se développent, comment les investisseurs peuvent prendre des décisions stratégiques pour permettre à leur entreprise de pouvoir se développer. Donc, en somme, l'information économique aide à la décision aussi bien pour les populations, les gouvernants que les entreprises. Mais justement, cette catégorie d'information, est-ce qu'elle est faite uniquement pour des décideurs, des entreprises, ou bien elle est accessible à toutes les populations? Parce qu'on voit généralement dans des médias des termes tellement techniques qu'on se dit c'est pour une certaine élite. Alors, c'est vrai que lorsque cette actualité ou lorsque un développement a eu lieu et que le journaliste justement donc essaie de relayer cette information à son audience, il est très important que le journaliste puisse effectivement avoir une bonne compréhension de cette audience. Si c'est une audience technique, le jargon peut être utilisé sans problème, mais effectivement, si l'audience en question n'est pas du domaine de ce métier, il est important que le journaliste puisse transcrire cette information de manière à ce qu'elle soit beaucoup plus accessible, donc plus compréhensible. Donc effectivement, les deux peuvent être faits. Vous prenez par exemple les médias comme Financial Times, tout le monde s'attend à ce que le contenu du texte soit relativement assez technique. Et donc, effectivement, ce n'est pas tout le monde qui peut lire le Financial Times pour le comprendre. D'ailleurs, je me souviens que des fois, dans les premières années de carrière en banque d'affaires à la City à Londres, il y a des cours que l'on donne sur comment comprendre le Financial Times. Donc, c'est pour vous dire qu'effectivement, pour certains types d'écrits, il faut être quand même assez... avoir des connaissances ou en tout cas de base sur justement donc ce contenu. Par contre, si si l'audience est beaucoup plus générale, il faudra diluer pas le contenu, mais en tout cas diluer le nombre de termes jargons qui sont utilisés pour rendre le message plus accessible et plus compréhensible. Alors justement, quand on regarde un peu dans les médias africains, la presse africaine et autres, c'est vrai, il y en a qui sortent du lot, mais la majorité, quand on regarde, on voit que ces médias qui doivent être mis à l'attention du grand public, il y a encore ces thèmes beaucoup plus techniques, ce qui fait que les populations décrochent un peu, les rubriques, en tout cas économiques, ne sont pas assez suivies, assez lues. Comment vous appréciez ce fait? Et quand vous regardez aussi ce parcours, comment est-ce que la presse, les services économiques ont évolué ces 10, 15, 20 dernières années? Oui, vous parlez du contexte. Il faut noter que le contexte des médias économiques, notamment en Afrique et dans la sous-région ouest-africaine, reste assez difficile. Déjà, les médias d'information générale ont des difficultés de vente, les chiffres de vente ont fortement baissé ces dernières années. Et l'information économique qui reste à tort perçue comme une information élitiste, déjà réduit
son périmètre au niveau de la population. Donc, si les médias d'information générale ont du mal à pénétrer le marché, il va sans dire que les médias d'information économique et financière vont éprouver encore plus de difficultés. Un autre élément, c'est que l'information économique et financière est une information technique. Une information économique n'est pas donnée à tout le monde. C'est pas tout le monde qui peut analyser un bilan, un rapport d'activité d'une entreprise, évaluer des thèmes techniques, faire des analyses pertinentes qui peuvent aider à la prise de décision. Donc, il y a un déficit de formation aussi des journalistes qui fait que les problématiques économiques ne sont pas forcément bien abordées dans nos différents médias. Donc, c'est toutes ces questions qui militent à ce que des formations spécifiques soient organisées. Je vois l'initiative de Bloomberg et d'autres structures qui aident un peu à former les journalistes sur ces problématiques. Et ces journalistes, après, vont aider aussi la population à mieux comprendre l'information économique et financière et à mieux s'orienter. Vous voyez, par exemple, en Côte d'Ivoire, on a un taux de bancarisation qui est autour de 21-22%. Si on explique aux populations qu'on peut, à travers la bourse régionale des valeurs mobilières d'Abidjan, par exemple, investir sur des titres de grosses entreprises, donc devenir des actionnaires à part entière de ces entreprises, avoir des dividendes et tout ça et accroître sa richesse personnelle, vous voyez que ça peut aider les populations à s'orienter vers ces aspects. Peut-être qu'ils ont une épargne assez intéressante, peut-être qu'ils ont ça à la maison, donc ce qu'on appelle la thésaurisation, mais ils gagneraient, si on leur explique cela, à investir par exemple en bourse, en prenant des actions, ça peut les aider à non seulement aider à accroître le taux de bancarisation, mais à investir aussi en bourse pour accroître leurs revenus. Donc, il y a des informations stratégiques comme ça que les journalistes peuvent mettre à la disposition des populations et ça peut les aider à s'enrichir, à mieux saisir les opportunités d'investissement, aussi bien pour les entreprises que pour les particuliers. Alors, vous parlez d'informations stratégiques. Cela va sans dire que le journaliste même qui doit traiter cette information, en tout cas qui doit la diluer pour la rendre accessible aux populations, lui-même doit comprendre d'abord ces données techniques. On voit aujourd'hui qu'ils ont du mal à lire les données des marchés financiers et autres. Est-ce à dire que pour être journaliste économique et financier, il faut avoir un background en économie, en finance, en commerce? C'est une nécessité absolue? Alors, je dirais que oui, ce serait utile pour le journaliste qui se spécialise sur les questions de l'économie et de la finance d'avoir quand même un certain b.a.-ba dans ce domaine-là. Et c'est d'ailleurs ce que l'initiative, donc Bloomberg Media Initiative Africa, propose. On travaille là-dessus depuis 2015. On a formé à peu près 800 journalistes africains à travers 8 pays. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous sommes en Côte d'Ivoire aujourd'hui pour justement donc, le lancement de la formation Executive Training pour donc, les cadres du journalisme. Justement, et dans le design et dans la composition donc du cursus, du syllabus en fait pour cette formation des journalistes, nous avons prévu une sorte de partenariat entre d'une part une école de commerce pour justement donc faire face aux modules liés à l'économie, la comptabilité, la finance, les marchés financiers, et puis d'autre part une école de journalisme pour justement donc adresser les questions liées au journalisme économique et financier, au paysage médiatique, au cadre réglementaire des médias. Donc, je pense effectivement qu'il faut quand même apporter des outils aux journalistes qui veulent se développer une spécialisation dans l'économie et la finance. On ne peut pas juste le faire, comme le disait donc le collègue Arsène Yapi, on peut juste être un journaliste sur les questions d'économie et de finance sans avoir quand même un peu de connaissances sur c'est quoi les états financiers d'une entreprise, c'est quoi les BE, c'est quoi le profit, c'est quoi le dividende. Donc, il faut quand même que le journaliste puisse comprendre ces notions-là afin de pouvoir ensuite les transcrire pour l'audience, pour les lecteurs. Alors, je vais rester avec vous. Il y a un constat, hein, vous allez nous dire si c'est faux ou si c'est vrai, mais quand on regarde par exemple les pays anglophones en Afrique, on voit une certaine mentalité. On regarde les marchés financiers dans ces pays anglophones. Ces marchés sont beaucoup plus développés. On regarde la presse économique, elle est beaucoup plus développée comparée aux pays francophones. Qu'est-ce qui fait la différence dans ce secteur? C'est une histoire de mindset, c'est une histoire de culture? Oui, je dirais que c'est culturel. Je dirais que c'est culturel. Je me souviens, moi je suis burkinabé, je me souviens quand on était petit, la notion de richesse ou de réussite, disons, professionnelle, c'est celle d'avoir un bureau et puis d'avoir un secrétaire ou une secrétaire. Et puis, et c'était un peu comme ça le concept de succès professionnel dans la vie. Donc,
très petit, c'est comme ça qu'on nous faisait voir un peu le modèle de réussite. Tandis que dans les pays anglophones, parce que bon, j'ai passé une très bonne partie de ma vie dans le monde anglophone, la notion de succès social, c'est plutôt d'avoir sa propre entreprise et de pouvoir donc mieux contrôler sa destinée. Donc, je pense que au fond, c'est deux façons de voir le monde. Et donc, c'est pour ça que je pense il y a plus d'aspiration à l'entrepreneuriat dans les pays anglophones. Il y a plus d'aspiration à pouvoir créer sa propre structure et donc de pouvoir se développer. Et pour ce faire, il faut qu'il y ait toute l'infrastructure. Et là, je parle d'infrastructure, en fait, soft, pas des bâtiments et tout, mais je parle donc de l'accès aux données, l'accès à l'information qui va avec et qui va donc favoriser un peu l'essor de cet environnement pour que l'on puisse voir donc l'émergence de grandes entreprises et donc d'agents économiques très présents et capables donc d'influencer le progrès en fait socio-économique de ces pays-là. Tandis que dans le monde francophone, nous avons beaucoup plus été habitués à travailler dans un bureau. Et la plupart donc de ces aspirations, en fait, c'est avec l'État. Et donc, on compte plus sur un État qui est fort, un gouvernement qui est fort, et c'est pour ça que tout le monde se fait. Donc, il y a la ruée vers les concours de la fonction publique, parce qu'on n'a que ce modèle que nous avons appris. Mais je crois que ça change quand même. Hein, donc, les choses vont dans les années à venir, je pense, aller beaucoup plus vite dans le monde francophone. Justement, quand on revient dans le monde francophone, M. Arsenia-Pi, vous qui êtes dans ce secteur, qu'est-ce qui explique, on va dire, je pourrais pas dire cette paresse, mais qu'est-ce qui explique cette faiblesse au niveau de l'élan de la presse? Les journalistes économiques ne vont pas jusqu'au bout. C'est vrai qu'on a des exemples, mais vraiment probants de journalistes économiques en Afrique. On a l'Économiste au Maroc, on a Les Échos, on a Sika Finance en Côte d'Ivoire, on a Jeune Afrique Économique. C'est vrai qu'il y en a qui sortent du lot. Mais qu'est-ce qui explique que la grande majorité est encore en deçà? Oui, il y a les éléments que M. Soubega a soulevés. D'abord, le contexte, la culture, le mindset dans notre environnement. Donc, il faut savoir que en réalité, la conception de l'économie, ce sont les entreprises qui créent la richesse. Et dans nos États, on a longtemps été dans la vision de l'État-providence qui crée les richesses et les partage à tout le monde. Voilà. Donc, si on part sur cette base où c'est l'entrepreneuriat, donc le secteur privé qui doit être le moteur de l'économie et tout, donc toute la mécanique se met en place. Donc, une entreprise qui veut se développer, elle doit s'informer où je peux avoir de nouveaux marchés, comment est-ce que je peux mieux me structurer, quelle est l'information qui me permet d'investir dans tel ou tel secteur. Donc, c'est là que l'information financière joue un rôle important, économique et financier. Donc, cette information elle est stratégique pour les entreprises. Donc, c'est des informations d'aide à la décision. Donc, qui aident dans ce cadre-là les entreprises et les acteurs, les différents acteurs à prendre des bonnes décisions pour pouvoir accroître la richesse du pays. Donc, c'est un mindset qui est en train de changer progressivement. Je vois que dans nos États, on fait de plus en plus la promotion des champions nationaux, de l'entrepreneuriat. On a des programmes spécifiques pour les petites et moyennes entreprises pour qu'un jour elles puissent se développer. Donc, il y a une culture de l'entrepreneuriat qui se développe. Donc, l'information financière va se développer davantage. Donc, elle deviendra dans un tel contexte de plus en plus stratégique parce que chacun va vouloir avoir la bonne information pour pouvoir prendre la bonne décision pour ses investissements, pour sa richesse. Donc, moi, je suis plein d'espoir pour la presse économique. Maintenant, il faut que les acteurs se forment. Il faut que l'information financière soit plus disponible parce que justement c'est à là où je voulais en arriver quand on voit un peu les pays anglophones. Est-ce que dans les pays francophones il n'y a pas cette difficulté d'accès même à l'information d'abord avant de venir la traiter pour les populations? Oui, effectivement, il y a une difficulté d'accès à l'information parce qu'il n'y a pas une certaine transparence. Les entreprises ne sont pas gérées de façon orthodoxe pour la plupart, notamment les petites et moyennes entreprises. Donc le chef d'entreprise se dit que ces informations sont à lui, il ne veut pas les partager et tout. Or, pour pouvoir mieux analyser l'économie, il faut que toutes ces statistiques-là soient disponibles, de sorte à ce que les gens puissent s'orienter de façon économique, aussi bien sur les questions de consommation dans différents secteurs, sur la vision stratégique même du gouvernement, aussi bien dans les secteurs publics, au niveau des gouvernants que des acteurs du secteur privé, il y a une certaine omerta sur les chiffres, sur les données. Ça part aussi d'une certaine culture africaine où la richesse n'est pas quelque chose qu'on expose, où l'argent reste quelque chose d'assez sacré, de discret, donc on n'en parle pas beaucoup. Donc c'est toute cette culture-là, l'aspect négatif de cette culture qui influence aussi ce manque de transparence où les gens ne veulent pas qu'on sache un peu trop comment ils gèrent leur argent, ce qu'ils en font et tout. Donc,
il y a cet aspect culturel là aussi qu'il va falloir améliorer ou corriger. Au-delà de l'aspect culturel, je pose la question à tous les deux. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une question de moyens mis à la disposition des journalistes pour aller mener leurs investigations ou faire leur travail comme il se doit? Absolument. L'industrie du journalisme, donc le métier, en fait, la profession de journalisme, effectivement, demande à ce qui est un modèle économique derrière tout cela qui soutient l'initiative. Effectivement, avec tous les défis liés aux réseaux sociaux où on a accès à de l'information qui n'est peut-être pas véridique, mais en tout cas, on a accès à l'information en temps réel et très vite. Donc, il y a toute une problématique de réflexion sur le modèle économique qui est viable, qui permet effectivement aux maisons d'édition, aux maisons de médias de pouvoir financer leur accès à l'information et de pouvoir ensuite la vendre, cette information, de manière à pouvoir donc rentrer dans leur, dans leurs chiffres. Donc, effectivement, il y a toute une réflexion à faire et il y a plusieurs modèles économiques que différentes maisons de médias utilisent. La publicité, des textes peut-être qui sont semi-gratuits et puis ensuite, si on veut plus, il faut payer. Donc, il y a effectivement une façon de procéder qui permet de pouvoir financer l'accès à l'information à condition que l'on puisse rendre cette information aux lecteurs et pouvoir donc se retrouver financièrement et de manière pérenne, quoi. Justement, là, je veux maintenant venir aux institutions publiques, même dans nos États, vu en tout cas l'aspect stratégique de l'information économique et financière. La formation des journalistes, est-ce que les institutions publiques, les autorités publiques ne devraient pas s'investir davantage dans ce secteur-là, puisque les différentes écoles de journalisme qu'on voit ci et là, c'est vraiment un griffe des troncs communs. Vous allez voir que le journaliste qui rentre, il fait une formation, mais vraiment générale, et c'est sur le terrain, sur le tas, qu'il va se décider à être journaliste sportif, journaliste d'environnement, journaliste économique et autres. Est-ce que dès le départ, la spécialité n'est pas indispensable? Oui, aujourd'hui, on assiste à une presse qui de plus en plus se spécialise parce que les questions, pour aller en profondeur, il faut avoir des connaissances pointues sur les problématiques qu'on aborde. Donc, les questions de spécialité sont des questions qui sont de plus en plus d'actualité. C'est d'abord une question de choix personnel. Parce que moi, je me dis, en matière de journalisme, chacun, au-delà de la formation, a une sensibilité pour tel ou tel secteur. Vous voyez, comme je disais, la presse économique, ça fait partie d'un élément de la presse. Il y a le journalisme politique, de société, le journalisme sportif, le journalisme culturel. Même dans ces différents segments ou de ces différentes rubriques, il y a encore des spécialités. Je prends des journalistes de sport, il y a certains qui sont spécialisés dans le football, d'autres qui se spécialisent dans le basketball, il y a d'autres qui sont dans le rugby et autres. Dans la presse économique, il y a certains qui sont spécialisés en agriculture, d'autres en finance, certains en environnement. Donc, il y a des spécialisations encore plus poussées dans ces différentes rubriques-là. Donc, ça qui permettent aux journalistes de pouvoir traiter les différentes actualités en profondeur, de sorte à ce que les populations puissent mieux les comprendre. Donc, c'est une véritable problématique. Je pense que c'est des réflexions que les gouvernements qui mènent des politiques publiques doivent aborder. Moi, ce que je proposerais, ce serait intéressant que déjà, depuis les écoles de formation, quand on sent une certaine sensibilité d'un jeune journaliste, étudiant en journalisme qui souhaite, par exemple, s'orienter vers tel secteur, on peut l'amener à travers des experts qui viendront pour des formations ponctuelles dans ces écoles de journalisme, les outiller davantage, de sorte à ce qu'ils puissent prendre après le relais en s'orientant vers des spécialités qui rencontrent non seulement leurs propres convictions et qui, derrière, viennent s'ajouter à tout le bagage technique qu'on leur apporte durant la formation. Donc, c'est un élément à avoir et qui pourrait vraiment aider à stimuler l'orientation des journalistes vers des secteurs spécifiques pour plus de spécialisation. Et là, on parle des institutions publiques, mais on voit avec vous, avec l'initiative Bloomberg, vous vous êtes lancé en tout cas dans la formation d'une certaine catégorie de journalistes. Ça part d'un constat. Pourquoi vous décidez de faire cette formation? Tout à fait. Alors, le constat, il est lui-même le résultat de plus d'une centaine d'entretiens, d'interviews qu'on a menés dans les années 2014-15 auprès de chefs d'entreprise,
d'universitaires, le collègue professionnel du média et de journalisme et de la communication. Et le constat est que justement, il y a vraiment un manque de journalistes couvrant l'actualité en Afrique dans les domaines donc de l'économie et de la finance. Et donc, c'est de ce constat-là que est venue donc cette idée de développer une initiative qui est BMRA, donc Bloomberg Media Initiative Africa, dont le but justement est de pouvoir développer un pipeline de journalistes africains capables de rédiger des articles donc sur les questions économiques et financières et de pouvoir les transcrire vraiment pour le consommateur africain, pour le citoyen africain, et donc ainsi soutenir l'effort de démocratie, l'effort donc d'équité, d'égalité en fait des richesses. Donc effectivement, c'est ça qui nous a amené à développer cette initiative. Et comme je disais, depuis 2015, on a formé à peu près 800 journalistes de plus de 16 nationalités, 16 pays d'Afrique. On a déroulé ce programme d'abord en Afrique du Sud, au Kenya et au Nigeria, donc les 3 grands moteurs de l'économie subsaharienne. Et ensuite, dans une deuxième phase, on a étendu le programme à 5 autres pays, notamment le Ghana, la Zambie et la Tanzanie. Et c'est pour ça que nous sommes en Côte d'Ivoire pour ce volet francophone. Donc, il y a également Abidjan et Dakar qui sont sélectionnés, où les cours vont commencer dès le mois prochain. D'accord. Mais justement, à vous entendre parler, quand on regarde, on a eu une petite analyse qui a été faite, on voit que l'Afrique aujourd'hui attire des investisseurs, en tout cas l'Afrique subsaharienne. Et cette promotion de l'Afrique économique a été faite par des grands médias internationaux sur le volet économique. La presse économique locale même n'a pas été le fer de lance de cette promotion. Qu'est-ce qui explique ce décalage? Ce sont les Africains qui sont les premiers concernés, donc c'est cette presse économique qui devait être assez forte pour faire la promotion économique de ces États, mais finalement on voit que ce sont de grands groupes internationaux qui voient l'intérêt, qui eux font le relais, la promotion chez eux et non pas la presse locale. Comment est-ce qu'on comprend? Parce qu'ils ont beaucoup plus de moyens, parce qu'ils sont beaucoup plus aguerris au secteur, au traitement de l'information économique? Pourquoi? Comment vous appréciez? Oui, moi je pense c'est vrai que le constat que vous faites est un constat qu'il faut mitiger parce que ces dernières années, il y a des médias panafricains en matière économique qui se sont développés. Quand on prend le cas, par exemple, de Financial Afrique qui offre une belle lucane pour le continent africain, non seulement pour promouvoir les investissements et les acteurs économiques locaux, mais pour pouvoir aussi présenter à l'extérieur aux bailleurs de fonds, aux investisseurs qui sont hors du continent, une Afrique économique prospère, de sorte à ce que ces derniers puissent venir investir sur le continent et puissent avoir les informations qu'il faut pour pouvoir s'orienter. Donc, c'est à mitiger. Il y a aussi le site d'information Sika Finance qui suit la région ouest africaine francophone prend de l'ampleur. C'est un média qui est là il y a quelques années, mais qui a pu avoir une certaine notoriété par rapport à la qualité de l'information qui est distillée et traitée distillée aux populations, aux entreprises, aux investisseurs, au gouvernement et tout cela. Donc, il y a encore de l'espoir. Il y a un média aussi bien connu comme l'agence Ecofin qui irrigue le continent d'informations intéressantes sur l'économie et qui valorise l'économie africaine. Donc moi, je pense qu'il y a de l'espoir. C'est vrai qu'on a parlé des différents défis que le journalisme économique et financier rencontre sur le continent, mais je pense qu'on part quand même de loin et de plus en plus, certains médias essaient de tirer leur épingle du jeu. Maintenant, on n'a pas encore de magazine en papier comme le magazine Forbes ou l'Économiste pour vraiment driver l'économie sur le continent. Les médias panafricains d'envergure qui existent sur le continent font essentiellement la part belle à la politique et autres. Donc, il y a ce petit décalage-là qu'il faut peut-être combler. Sinon, moi, j'ai bon espoir que la presse économique va se développer davantage si on perçoit tous que l'Afrique est le continent de l'avenir qui attire le maximum d'investisseurs. Moi, je conseillerais aux journalistes qui sont encore en activité de se spécialiser de plus en plus sur les problématiques économiques et financières. Et l'anecdote, c'est que de plus en plus, les journalistes qui se spécialisent sur ces problématiques développent une telle expertise que ils sont recrutés ça et là et qu'ils quittent progressivement le secteur des médias qui est un secteur qui rencontre beaucoup de défis. Donc, c'est une aubaine que les journalistes doivent saisir.
parce que la formation sur la presse économique et financière est une véritable opportunité. Une aubaine et plein d'espoir. Dr Eric Soubeiga, vous, quand vous regardez l'information économique est donc stratégique pour nos États. Les États, comment est-ce que nos États peuvent appuyer cette presse? Et quel serait votre mot de fin? Comment vous voyez la presse économique africaine dans 10, 15, 20 ans? Ouais. Alors, je vais illustrer j'ai l'exemple de Nelson Mandela qui tous les jours, dans sa routine, quand il était chef d'État, parcourait en fait l'information économique et financière. Et après, il appelait les entreprises en question dont les titres sont cotés en bourse pour dire « Ah, j'ai vu que ton entreprise se porte très bien. Nous avons besoin de tant de financement pour nous aider avec nos causes, les causes donc de bonne charité, etc. » Et donc, c'est pour vous dire qu'au niveau d'un État, vous voyez la personne d'un chef d'État qui a juste servi 4 ans, ou même 4 ans même d'ailleurs, comme chef d'État en Afrique du Sud. Donc, c'est pour vous dire qu'il a très vite compris en fait l'enjeu d'avoir l'accès à l'information économique et financière pour pouvoir identifier les opportunités en tant que chef d'État afin de trouver les financements qu'il faut pour injecter dans différents secteurs de l'économie. Et donc, effectivement, pour un État, savoir où emprunter l'argent le moins cher possible, savoir quels investisseurs sont les plus ouverts auxquels des secteurs en fait de l'économie de son pays et pouvoir donc avoir des décisions stratégiques de cette nature pour pouvoir financer la construction des hôpitaux, des routes, des écoles, etc. Je pense que c'est très important. Donc aussi bien pour les individus, pour les citoyens que même pour nos États, l'accès à l'information, à l'actualité économique et financière, à pouvoir analyser cette information est hautement stratégique. Merci en tout cas, Dr Eric Soubeiga, pour votre contribution. Merci à Arsène Yalpi. Je rappelle que vous êtes journaliste économique et communicateur. Dr Eric Soubeiga, vous êtes conseiller Bloomberg BMIA. Merci en tout cas pour vos contributions. Aujourd'hui, nous parlions de l'information économique assez stratégique pour le développement de notre continent, mais surtout les enjeux pour un meilleur traitement de l'information économique. Et nous, au passage, nous saluons nos amis des rédactions de l'Économiste au Maroc, des Échos et de tous les autres journalistes économiques du continent. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme cette émission. Agréable suite au programme et à très bientôt. Merci.